L'homme a toujours migré. Dans un premier temps, il a peuplé les continents. Mais poussé par la nécessité, la cupidité ou par simple curiosité, il a continué à migrer. Notre vie découle des vagues de migration passées et c'est leur histoire que je veux retracer. Je veux comprendre comment se sont diffusées la culture, l'élevage, l'agriculture et les savoir-faire. Ces mouvements de population ont engendré des conflits, mais aussi des espoirs et des réussites. Car il n'y a aucun doute, ce sont les migrations qui nous ont façonnés. Tout a commencé il y a 60 000 ans, lorsque notre ancêtre direct, l'Homo sapiens, a quitté l'Afrique pour parcourir le monde. Qu'ai-je donc à voir avec les migrations humaines? Je suis un Européen, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais savez-vous que nous sommes plus proches les uns des autres que nous pourrions le croire? Mieux encore, nous serions tous cousins, plus ou moins lointains. Que je sois à New York ou à Tokyo, au-delà de notre apparence, de nos modes de vie, quelles que soient nos croyances ou nos aspirations, la langue que nous parlons, comment nous nous alimentons, la partie du monde où nous vivons, nous sommes tous cousins ou cousines. Eux comme tous les autres d'ailleurs. Bon appétit. C'est parti pour l'explication. Vous avez tous 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et ainsi de suite. À chaque génération, il faut multiplier par 2 pour obtenir le bon nombre d'ancêtres. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, votre lignée généalogique croise la mienne, ainsi que celle de Napoléon par exemple. L'histoire fait de nous une grande famille universelle. Par le biais des migrations, les lignées généalogiques ne se croisent pas seulement dans le temps, elles se rejoignent à travers le monde entier. Si bien que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous, de tout temps et partout dans le monde, parents. We Are Family n'a donc rien d'un rêve hippie, c'est la réalité pure et simple. Car en remontant à 2500 générations en arrière, nous retrouvons nos ancêtres communs. Et ils vivaient alors en Afrique. Il y a 300 000 ans, une nouvelle espèce apparaît sur Terre. L'Homo sapiens, l'ancêtre de l'homme moderne. Il part à la conquête du monde. En petits groupes, il explore le monde au-delà de sa terre natale. La quête de nouveaux terrains de chasse le pousse à aller toujours plus loin. Le climat également, ou simplement la curiosité. Qu'y a-t-il donc au-delà de cette colline? Au départ, l'homme moderne n'a que ses jambes pour le porter, et il échoue souvent dans son entreprise. Et pourtant, il y a 60 000 ans, il commence à coloniser le monde. Il gravit les montagnes, s'acclimate aux régions froides et dompte les courants marins. Rien n'arrête sa course, pas même d'autres hommes. Car certaines parties d'Europe et d'Asie sont déjà occupées par des descendants d'autres hommes préhistoriques, venus jadis d'Afrique. L'Homo sapiens a suffisamment d'atouts pour s'imposer facilement face aux autochtones. Il se reproduit sans doute plus vite qu'eux, et il leur est supérieur par son habileté technique, sa pensée associative et sa sociabilité. Il y a environ 15 000 ans, notre ancêtre avait déjà pratiquement atteint toutes les parties de la planète. Sur son chemin, de continent en continent, il rencontre sans cesse d'autres hommes qui lui sont étrangers. En Europe, c'est l'homme de Néandertal.
On a longtemps cru que l'Homo sapiens avait supplanté les premiers Européens. Mais les analyses génétiques ont prouvé que l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal se sont métissés. Ce qui signifie que nous, les Européens, sommes déjà un métissage de plusieurs groupes humains. D'emblée, l'histoire des êtres humains est donc celle de la diversité. À ce stade, les hommes ne sont pas encore sédentaires. Ils vivent la plupart du temps dans des grottes, comme ici en Ardèche ou en Cantabrie, dans le nord de l'Espagne. Les grottes leur sont un abri protecteur et une source de chaleur. Ils les ornent de peintures rupestres, comme ici dans la grotte Chauvet. Les traces des premiers Européens datent de plus de 30 millénaires. Ces hommes primitifs fabriquent des objets utilitaires comme des vêtements chauds et des outils. Grâce à ces inventions, l'homme moderne peut s'aventurer dans le monde entier, s'établir où bon lui semble et se reproduire sans modération. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous nous déplaçons toujours, mais autrement qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. De quoi a-t-on besoin pour vadrouiller ainsi? De bonnes jambes, de curiosité et de soif d'aventure. Mais à part ça, on a besoin du langage pour décider qui se déplace quand, où et pourquoi. On a aussi besoin de chaussures. La chaussure est l'une des inventions les plus simples, mais également les plus géniales de l'âge de pierre. Qui voudrait aller peupler les zones froides d'Europe avec des doigts de pied gelés? La plus vieille paire de chaussures jamais retrouvée est celle portée par Ötzi. Il y a plus de 5300 ans, l'homme des glaces franchit les Alpes dans l'actuel Tyrol du Sud. Ses contemporains vivaient alors de l'agriculture, mais aussi de cueillette et de chasse. Ötzi s'est peut-être aventuré dans la montagne en quête de gibier. Mais il n'a pas eu de chance, on l'a assassiné. Les glaces l'ont conservé. Une chance pour la science. Sa momie est plus ancienne que Stonehenge et les pyramides. Une mine de renseignements inespérés pour la recherche scientifique. Car Ötzi est le seul homme de l'âge de pierre à avoir été retrouvé tout équipé, y compris de ses chaussures résistantes au gel. Une chaussure du néolithique résistante au gel? Dites-moi, monsieur Paulsen, c'est une légende cette histoire? Ou bien avait-il vraiment des godasses géniales? C'est quasiment certain. Le sol était dur et plein d'aspérité. Il fallait des chaussures qui protègent les pieds. Et on a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour les fabriquer. De combien de matériaux différents est composée la chaussure d'Ötzi? Nous avons d'abord la semelle, faite de fourrure d'ours, bien douillette, car sur une face, il y avait la fourrure. Pour les lacets, il y avait du cuir, qui n'est rien d'autre que de la fourrure sans poils. Ensuite, il y avait du raffia de tilleul, qui constituait le canevas à l'intérieur de la chaussure. Puis, il y avait de la paille très souple, que l'on fourrait dedans, c'était comme une chaussette chaude. Et tout autour, il y avait encore du cuir, le cuir du dessus, pour que le tout tienne bien ensemble et que la chaussure tienne chaud. Et nous allons en avoir la preuve, car vous savez fabriquer cette chaussure. J'aimerais vous voir faire et essayer la chaussure d'Ötzi dans la foulée. Et voilà. Le fidèle compagnon d'Ötzi.
Qu'est-ce qui manque encore? On la chausse facilement, mais elle ressemble encore à une chaussure d'été pour l'instant. Oui, en l'état, ce serait trop froid. Nous collons encore un morceau de cuir sur la partie supérieure et nous remplissons l'intérieur de paille souple et c'est parti. On sera armé pour traverser les Alpes. Exactement. Ce n'est pas anodin que la plus ancienne des chaussures d'Europe vienne précisément d'Italie. On bourre encore un peu de paille à l'intérieur comme isolant. C'est bien moelleux. Voilà une chaussure douillette. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis impatient de la tester maintenant. J'enfile la chaussure d'Ötzi. Elle est à ma pointure. Est-ce que je peux faire quelques pas avec? C'est une chaussure incroyable que vous avez fabriquée là. Et très rapidement en plus. Ce n'est qu'un petit pas en avant pour moi, mais c'est un bond de géant pour l'humanité. Car sans l'existence de chaussures chaudes, explorer les régions froides aurait été impossible. C'est ainsi que 2500 générations après son exode, l'homme a pu atteindre tous les continents. Il vit désormais en groupes disséminés aux quatre coins de la Terre et très éloignés les uns des autres. Il ignore même l'existence d'êtres humains étrangers à sa communauté. Je trouve passionnant que nous soyons tous originaires d'Afrique et que nous partagions plus de 99% de nos gènes, tout en étant physiquement du moins très différents. C'est dans un musée que je vais trouver des explications sur les corrélations entre les mouvements de migration et l'apparition ainsi que la transmission de traits morphologiques devenus héréditaires. Le musée de la préhistoire de la ville de Halle en Allemagne est l'un des principaux musées européens pour l'archéologie. J'ai rendez-vous avec le professeur Johannes Krause. Il dirige l'Institut Max Planck, spécialisé dans l'histoire de l'humanité, et il est doué d'une faculté fascinante. Il sait lire l'histoire des migrations dans l'ADN. Assisté par une équipe d'archéogénéticiens, il a passé au peigne fin des milliers de fragments d'ADN des premiers Européens. Pour moi, ces deux crânes sont pratiquement identiques, mais vous me dites qu'ils ont des origines complètement différentes? Oui, ils proviennent d'époques différentes. Ils se ressemblent peut-être, mais ce crâne-là a plus de 8000 ans, et il appartenait à une femme d'une vingtaine d'années qui vivait de chasse et de cueillette. De ce côté, nous avons un crâne qui date de 7000 ans environ, qui appartenait à l'une des premières cultivatrices. Après avoir analysé l'ADN de ces individus, nous avons pu établir que ces populations distinctes l'étaient aussi par leur phénotype. La chasseuse-cueilleuse, par exemple, avait la peau foncée, mais elle avait les yeux bleus. C'est donc un phénotype que nous ne connaissons pas aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que sa couleur de peau était celle de la population actuelle d'Afrique subsaharienne, alors que ses yeux bleus étaient ceux de beaucoup d'Européens aujourd'hui. Quant à la cultivatrice, elle avait la peau relativement claire, avec des yeux foncés, bruns. Et comment savez-vous à quoi ressemblaient ces deux femmes? Nous avons analysé l'ADN extrait de leurs ossements et reconstitué leur génome. Cela veut dire que ces crânes renferment encore du matériel génétique. Nous sommes spécialisés dans l'extraction à partir des ossements, l'analyse de l'ADN et son séquençage responsable du phénotype. Nous avons réussi à isoler un gène qu'environ 70% des Européens présentent aujourd'hui et que l'on retrouve notamment en Europe centrale. Ce gène est responsable du caractère « yeux bleus » que cette cultivatrice avait déjà il y a 8000 ans. Comment en sommes-nous arrivés à avoir la peau claire? S'agit-il aussi d'une mutation génétique? La peau claire est apparue en partie en Europe. C'est l'un des gènes que nous avons aujourd'hui en Europe. Un autre a probablement migré du Proche-Orient avec les premiers agriculteurs. Un jour, ils se sont métissés, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange génétique entre les premiers Européens et cette population venue d'Anatolie. La couleur de peau des hommes n'a ensuite cessé de s'éclaircir, sans doute parce qu'ils ont dû s'adapter à la vie en Europe, à savoir aux terres arables, avec une alimentation très pauvre en viande et en poisson, et aussi à la faible luminosité que l'on a en Europe. C'est lié au fait que quand je mange beaucoup de poissons et de viande, j'ingère de la vitamine D par mon mode d'alimentation. Mon corps peut aussi produire lui-même de la vitamine D, mais seulement par la lumière du soleil. Si j'ai la peau foncée, il y a moins de lumière qui traverse ma peau, et je produis donc moins de vitamine D. Si j'ai la peau claire, je suis mieux adapté à la vie en Europe et à sa faible luminosité, car plus de lumière peut traverser une peau claire,
et je peux donc produire plus de vitamine D. C'est pour cette raison que la combinaison de l'agriculture et de la faible luminosité au nord était importante. Quand on avait la peau claire, on était moins exposé au risque de carence en vitamine D pendant la saison hivernale. Mais si le climat a une influence sur la couleur de la peau et qu'elle est devenue plus claire en Europe à cause du froid et de l'obscurité, diriez-vous que les Anglais qui ont migré en Australie il y a environ 200 ans vont avoir une peau foncée au fil du temps? Oui, si on leur laissait suffisamment de temps, la sélection naturelle ferait sûrement en sorte que dans 5000 ou 10 000 ans, tous les Australiens redeviendraient foncés de peau. Les personnes claires de peau sont plus sujettes au cancer de la peau, aux coups de soleil, et ne sont pas aussi bien adaptées à la vie là-bas. Évidemment, aujourd'hui, nous avons des crèmes solaires et la médecine moderne, si bien que quelqu'un qui a la peau claire ne mourra pas à 30 ans d'un cancer de la peau, mais pourra vivre vieux. Cela signifie qu'il n'y a plus de sélection naturelle. Nous ne vivons pas comme il y a 5000 ans, nous vivons au XXIe siècle. La sélection naturelle n'est plus la même. Quelle que soit notre apparence, nous sommes donc tous marqués du sceau des migrations de nos ancêtres. Qu'en est-il pour moi? Ma famille vit depuis des générations dans le nord de l'Allemagne. J'ai certainement un passé migratoire. Aujourd'hui, un simple prélèvement de salive suffit pour en avoir le cœur net. J'ai donc effectué un test génétique. Il est disponible depuis les années 1980. Des généticiens ont développé une méthode pour remonter aux origines d'une personne grâce aux mitochondries. Les mitochondries sont un peu comme les centrales électriques d'une cellule, et elles se transmettent toujours par la mère. Chaque mitochondrie contient un infime filament d'ADN. Dans cet ADN se trouvent toutes les informations génétiques spécifiques, y compris les miennes. Je vais demander à l'expert qu'il m'explique mon passé migratoire. Alors, qu'y a-t-il dans mes gènes? 34% européens du nord-ouest du continent, 20% scandinaves, 20% franco-allemands, 10% anglo-irlandais, finlandais, un peu des Balkans, du sud de l'Europe, juif ashkénaze. Cela donne du Dirk Steffens à 100%, mais qu'est-ce que cela dit de moi? Cela dit en substance que vous êtes européen. Ça n'est probablement pas une grande surprise pour vous, mais cela montre que vous êtes apparenté à différents groupes européens. Nous savons que les Européens ont des liens de parenté étroits entre eux. Nous constituons tout ce pot pourri génétique issu de différentes populations européennes. Que pensez-vous des personnes qui viennent faire séquencer leur ADN? Je vois ça comme une recherche de généalogie, un intérêt des gens pour leurs ancêtres. Il y a beaucoup de gens qui gardent leur arbre généalogique dans un livre ou sur un tableau. Mais la plupart du temps, il remonte à une seule personne. Je crois que ce que nous montrons ici, c'est que nous ne descendons pas d'une personne. À chaque génération, le nombre de nos ancêtres est multiplié par 2. Nous en avons 1000 sur 200 ans, 1 million sur 400 ans et 1 milliard sur 600 ans. Alors le prince Charles n'est pas plus proche des ancêtres de sa famille royale d'il y a 1000 ans que moi? Très probablement. Imaginons qu'un noble est un arbre généalogique qui remonte au Xe ou au XIe siècle. Il est alors probable que mes liens de parenté avec son ancêtre soient aussi étroits que les siens. Il y a toujours un seul nom en haut de l'arbre. Exactement. Mettons que cette personne ait été mentionnée en 1640 dans un registre paroissial et qu'elle soit née à Ratisbonne, alors on se dit « ma famille vient de Ratisbonne ». Mais en réalité, il manque 1 millier de liens de parenté, dont les branches ne figurent pas sur l'arbre généalogique. De telles analyses montrent surtout que nos ancêtres proviennent de partout. Cela montre aussi incontestablement qu'il n'y a pas une origine claire, qu'il n'y a personne qui soit à 99,9% allemand ou anglais, mais que nous sommes un mélange, car tous les Européens sont issus d'un métissage. Il n'y a aucune frontière entre les groupes de population d'Europe centrale. Que l'on ait les yeux bleus ou bruns, la peau claire ou foncée, les cheveux lisses ou frisés,
Nous avons tous des traces génétiques venues de partout. Les migrations de l'humanité sont immortalisées à jamais dans notre ADN. En ce sens, chaque être humain, chacun d'entre nous, porte en lui toute l'histoire de l'humanité. La diversité des langues est elle aussi le résultat des migrations. Elles se sont développées différemment dans les différentes parties du monde. Aujourd'hui, près de 7000 langues sont parlées à travers le globe. Du fait de la colonisation, de la mondialisation et de la mobilité, certaines langues tombent dans l'oubli. Quand elles ne se transmettent pas aux enfants, elles déclinent et s'éteignent. L'une des familles de langues les plus répandues sur la planète est celle des langues indo-européennes. Les langues suivantes en font partie. 5 finger meiner Hand. 5 fingers of my hand. 5 palców mojej ręki. Le 5 dita della mia mano. ਮੇਰੇ ਹੱਥ की 5 ਉਂਗਲੀਆਂ. 5 пальців моєї руки. 5 δάχτυλα στο χέρι μου. 5 doigts de ma main. 5 vingers van mijn hand. C'est difficile à croire, mais toutes ces langues sont étroitement apparentées. Le professeur Russell Gray, biologiste de l'évolution à l'Institut Max Planck de Jena, a collecté et exploité des milliers d'échantillons de langues. Ici, nous avons une carte pan-européenne et nous avons le mot 5 écrit dans toutes les langues locales. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que toutes ces langues différentes doivent avoir des racines communes. Nous pouvons retracer l'évolution de tous ces mots pour retrouver leur origine. Si j'écoute ça, par exemple, et ça, et enfin ça, j'entends des sons très différents. Comment savez-vous que ces 3 mots appartiennent à la même famille linguistique? C'est ici qu'entrent en jeu nos connaissances sur les mutations consonantiques. Nous savons que le mot proto-indo-européen originel pour le mot 5 ressemblait à pink. L'initiale était donc un P. Et nous savons par ailleurs que dans les langues germaniques, le P est devenu un F. Cela ne s'applique pas uniquement au mot 5, fünf. On observe le même phénomène pour beaucoup d'autres mots. Nous tenons là les preuves que toutes ces langues sont liées entre elles. Donc, si je comprends bien, il existe un axe chronologique, une sorte de tronc commun de ces langues. Oui. Ici, nous avons cette famille linguistique et cet axe chronologique, 1000, 2000, 3000 ans. Que nous apprend-il d'autre? Si nous remontons jusqu'à la racine de ces sous-groupes, on tombe sur la famille des langues romanes, 2000 ans en arrière. Si nous continuons à remonter le temps en quête des racines toujours plus lointaines, nous arriverons à environ 8000 ans en arrière. Nous sommes là chez les proto-indo-européens. Là, on tombe sur les langues baltes et italiques. Vous avez dit 8000 ans? Oui, toutes ces langues fusionnent à cette époque, il y a plus de 8000 ans. Et où vivaient ces hommes? C'est un point qui est âprement débattu depuis plus de 2 siècles. Certains sont d'avis qu'ils ont vécu dans la steppe pontique il y a environ 6000 ans. D'autres pensent qu'ils ont vécu en Anatolie il y a environ 9000 ans. Mais selon nous, la meilleure hypothèse est celle qui réunit des données génétiques et linguistiques. Ils auraient vécu à l'est du croissant fertile il y a environ 8000 ans. Toutes ces langues proviendraient donc de l'actuelle Arménie? Nous pensons en effet que l'origine se trouve ici, au sud du Caucase, dans l'Anatolie orientale, en Arménie et peut-être dans le nord de l'Iran, il y a environ 8000 ans. Donc cette première langue pan-européenne était parlée ici, avant de se diffuser sur tout le continent et d'évoluer. Oui, dans 3 directions, vers l'Anatolie, vers la steppe pontique et jusqu'en Inde et en Iran. Au-delà de l'allemand, du persan et du français, la famille indo-européenne a environ 400 ramifications. Mais il existe aussi d'autres grandes familles linguistiques. Aujourd'hui, il existe près de 7000 langues parlées dans le monde. Elles ont évolué durant des millénaires avant de se différencier au contact d'autres langues, mais aussi par le biais de l'éloignement et de l'isolement. Au XVIe siècle, on dénombrait près de 15 000 langues, un record de diversité absolue. Aujourd'hui, le chinois est la langue qui a le plus de locuteurs à travers le monde, suivi de l'espagnol et de l'anglais. L'allemand occupe le 10e rang. On estime que d'ici quelques décennies, il ne restera plus qu'une centaine de langues. Chacune de ces langues sonne différemment et pourtant elles sont toutes constituées des mêmes unités.
De la plus simple à la plus complexe, les phonèmes, les syllabes, les mots et les phrases. De nombreux chercheurs partent du principe que toutes les langues sont issues d'une langue originelle. Chaque bébé possède la faculté innée d'apprendre n'importe quelle langue parlée à travers le monde. Pour moi, ce fut l'allemand. Bien que ma famille ait toujours habité dans le nord de l'Allemagne, j'ai de toute évidence un passé migratoire. Ma langue maternelle, mes gènes, ma peau claire sont l'aboutissement de millénaires de mouvements migratoires qui ont débuté en Afrique. Cette évolution s'est déroulée de façon différente sur chaque continent que les hommes ont peuplé. Sur tous les continents, l'homme se sédentarise. Il invente l'élevage, l'agriculture et se met à bâtir sa maison. Sur chaque continent, l'homme fait avec les ressources que la nature met à sa disposition. Dans les pays andins, on élève des lamas et on cultive la pomme de terre. En Europe, le chien devient le compagnon de l'homme de la première heure. Les céréales sont pour lui une ressource indispensable. Le chasseur-cueilleur devient progressivement agriculteur. En Asie, le cochon est l'animal domestique et on cultive principalement du riz. En Afrique aussi, l'homme renonce peu à peu à sa vie nomade. L'homme ignore jusqu'à l'existence de ses congénères sur d'autres continents. Mais sans le savoir, il se plie aux mêmes pratiques et rituels que ses semblables. La sédentarisation de l'espèce humaine ne s'opère pas simultanément sur tous les continents. En Europe, ce nouveau mode de vie s'établit entre 6500 et 2500 ans avant notre ère. Le phénomène est plus précoce sur le territoire de l'actuelle Chine, où on le situe vers 7500 ans avant notre ère. En Afrique, cette mutation s'effectue entre 5000 et 3000 ans avant notre ère. Et en Amérique centrale et dans les Andes, c'est vers 3500 ans avant notre ère que de petites communautés voisines commencent à se grouper en villages permanents. Faut-il en conclure que dès lors qu'il s'est sédentarisé, l'homme a définitivement renoncé à bouger ? Difficile à imaginer. Nos ancêtres ont forcément eu une bonne raison de continuer à se déplacer. C'est pour en savoir plus que je me dirige vers le nouveau musée de Berlin qui a un important département de préhistoire et de protohistoire avec des personnes très qualifiées pour en parler. L'archéologue Bernhard Heb est spécialisé dans ce domaine. Est-ce que les migrations se sont arrêtées quand les hommes ont commencé à se sédentariser ? Non, la sédentarisation est un processus qui s'est étalé sur des générations et des générations. Il a fallu des siècles, des millénaires. Les gens ne se sont pas tous mis en route du jour au lendemain. Ce sont de petites communautés qui sont parties en quête de nouveaux espaces à occuper et de terres à cultiver. Sans oublier la matière première et les découvertes, les innovations rendent plus mobiles et simplifient considérablement la vie. Quelles sont les innovations qui ont joué un rôle de premier plan? La première et la plus déterminante de toutes, c'est le bronze et tous ses corollaires, à savoir l'extraction des matières premières, leur transformation et leur distribution. On fabriquait des artefacts en forme de hache polie, comme on façonnerait l'or en lingots aujourd'hui. Il y en a toute une collection. Oui, on faisait déjà de la production de masse. Qu'est-ce qui fait la particularité du bronze? Il représente un perfectionnement technique par rapport aux artefacts en cuivre.
En ajoutant de l'étain au cuivre, on obtient un métal beaucoup plus dur et plus simple à travailler pour l'artisan. La lame est très tranchante. Mais quel est le lien avec la mobilité et l'émigration? Les gisements de cuivre et d'étain, les matières premières indispensables à sa fabrication, n'étaient pas à portée de main, si bien qu'il fallait transporter ces minerais sur de très grandes distances à travers l'Europe pour les fournir à l'artisan qui les transformait. Les hommes se sont donc déplacés pour se procurer ces précieux matériaux. Cette activité exigeait de la mobilité, des échanges et des migrations. C'est comme ça que le monde entier s'est mis en mouvement. Oui, pour les territoires comme l'Europe ou les pays de la Méditerranée, où le cuivre et le bronze ont joué un rôle de premier plan. Ça a engendré toute une dynamique qui a bouleversé la vie des gens dans les mêmes proportions que l'agriculture et la sédentarisation en leur temps. Cet alliage providentiel de cuivre et d'étain a été découvert il y a plus de 5000 ans au Proche-Orient. De qualité largement supérieure à celle de tous les autres métaux, le bronze présente l'avantage de fondre à basse température et d'être beaucoup plus dur après refroidissement que les métaux connus jusque-là. Le bronze est le matériau désormais privilégié pour la fabrication d'épées, de bijoux, de socs de charrues et de haches. Les communautés humaines qui ont vécu isolées jusque-là commencent à se rapprocher. C'est à présent en tant que marchand et négociant que l'homme arpente les routes. De la Mésopotamie aux îles britanniques émerge un vaste réseau d'échanges entièrement dédié au commerce du bronze. Ainsi, l'édification de Stonehenge a nécessité l'intervention d'experts en métallurgie. Certains d'entre eux venaient de très loin. L'archer d'Amesbury, surnommé le roi de Stonehenge, a voyagé en Grande-Bretagne où il a fait sa carrière. Sa sépulture est proche du mégalithe circulaire qu'il a probablement contribué à construire. Le mobilier funéraire retrouvé dans sa tombe témoigne de la notoriété dont jouissait cet homme. Il contient entre autres une enclume portative en pierre, des outils de polissage et des pointes de flèche. L'analyse chimique des dents nous a révélé ses origines. Il venait probablement de la région des Alpes. Le destin de l'archer d'Amesbury prouve que des voyageurs ont diffusé leur savoir-faire il y a des millénaires déjà. Au-delà du bronze, une autre découverte accélère les migrations et le transfert de savoir-faire. Au nouveau musée, Bernard Hape me montre une pièce en métal qui, à sa manière, a changé le monde. Les objets dans cette vitrine sont des morts de chevaux. Ils symbolisent mieux que tout autre la mobilité. Oui, ils servaient à harnacher des chevaux. Mais comment cette technique s'est-elle répandue à travers l'Europe? C'est un processus très long. On pense que les premiers types de morts sont apparus à la fin du 3e millénaire, dans le sud de l'Oural, en Russie, dans l'immensité des steppes. C'est à partir de là que cette innovation se serait propagée jusqu'en Europe, permettant alors de parcourir de grandes distances. Et comment se passait la transmission de ces techniques d'une civilisation à une autre? Je crois que le phénomène d'imitation a beaucoup joué. On voyait bien les avantages que ces pièces apportaient à la monte d'un cheval, ne serait-ce que pour mieux le guider. C'est un dispositif qui permet aussi de conduire un attelage de chevaux et de mieux les maîtriser. Il suffisait de voir ces avancées pour vouloir les reprendre à son compte. Du piratage d'idées, en somme. Oui, c'est vieux comme le monde. Les idées se répandent comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe, car l'homme de l'âge du bronze se caractérise aussi par sa grande rapidité. À cheval, les nomades, les messagers et les guerriers parcourent jusqu'à 100 km par jour.
les caravanes de marchands franchissent jusqu'à 1 millier de kilomètres en une quarantaine de jours. Sans oublier les fleuves dont l'homme de l'âge de bronze s'est tiré parti pour voyager dans les contrées difficilement accessibles par voie de terre. Traverser la Méditerranée devient l'affaire de quelques jours. Les modes de transport, les techniques agricoles et les formes de communication se sont développés différemment aux quatre coins de la planète. Mais les grandes idées sont partout les mêmes. Partout, on fait du commerce. Partout, on compose de la musique, on crée des œuvres d'art et on invente une religion. Et l'émergence de hiérarchies, elle aussi, est un phénomène universel. Il nous reste des artefacts conservés dans des musées comme gage de cette effervescence d'idées. Ce sont des marchandises, mais aussi des objets sans aucun caractère utilitaire. À quoi servent ces coupelles? On dirait des pots de chambre. Ce sont en fait des récipients qu'on utilisait pour mélanger le vin avec des herbes aromatiques, pour qu'il ait bon goût. C'est fascinant parce qu'il s'agit d'ustensiles utilitaires et pourtant ils sont ornementés. Prenez un singe qui se sert d'un bâton pour attraper des fourmis. Il ne lui viendrait jamais à l'idée de graver quelque chose dessus. Il n'y a que les humains pour faire ça. Comment l'expliquez-vous? C'est très typique de notre manière de faire. Nous sommes la seule espèce à décorer les objets d'usage courant, les rendant quelquefois inutilisables au quotidien. Nous leur donnons ainsi une autre valeur et une beauté perceptible par tous. De là à l'invention de l'argent, il n'y a qu'un pas. L'argent est un prolongement logique. C'est le niveau suprême de l'abstraction, car les pièces de monnaie n'ont pas de valeur en tant que telles. Leur valeur résulte d'un accord scellé entre vous et moi, c'est-à-dire que nous posons ensemble les règles d'un échange. Mettez-vous à la place d'un paysan en route pour un marché loin de chez lui. Grâce à ce nouveau système, plus besoin de pratiquer le troc. Il lui suffit d'avoir une pièce ou de l'argent dont la valeur sera exactement établie et reconnue sur le lieu de destination. C'est un grand progrès dans les échanges commerciaux, surtout quand ils sont lointains. L'argent permet de réaliser le rêve d'une vie meilleure et il est à l'origine de grands mouvements migratoires. Mais l'argent favorise aussi la formation de grands empires. Peu importe qui tient les rênes du pouvoir, pharaon ou roi, peuple ou sénat, il y a une constante immuable. À l'intérieur d'un grand empire, des groupes humains et des cultures les plus divers communiquent, formant ainsi un immense espace migratoire. La Grèce antique est la parfaite illustration de ce phénomène, avec ses innombrables villes-États partageant toutes la même culture grecque. Ou encore Babylone, tombée aux mains de despotes qui ont réuni nombre de peuples du Proche-Orient pour créer un empire. Et enfin la Perse, où les maîtres faisaient preuve d'une grande tolérance envers leurs sujets. L'Empire romain est l'un des plus importants de l'Antiquité. Des groupes très différents cohabitent. Ils partagent les mêmes lois, la même monnaie, sont soumis aux mêmes taxes et devoirs militaires. Au sein de leur empire, les Romains peuvent se déplacer à leur guise, établir des relations commerciales entre eux et s'installer où bon leur semble. À l'apogée de son expansion, l'Empire romain compte environ 100 millions d'habitants, soit peu ou prou la moitié de la population mondiale de l'époque. Rome n'était-elle pas la ville la plus cosmopolite de son temps? Les Romains cherchaient à conquérir des pays de plus en plus lointains.
Parallèlement, nombreux sont ceux qui franchissaient les frontières pour venir s'établir dans l'Empire, attirés par le rêve d'une vie meilleure dans un lieu où règne la sécurité. Attirés aussi par le luxe, le théâtre et les thermes pour tous. Les immigrants obtiennent rapidement les mêmes droits civiques que les Romains, mais sous certaines conditions. Ils doivent servir dans l'armée et payer leurs impôts pour avoir le droit de vote et être égaux devant la loi. La plupart sont artisans et paysans. On a besoin d'eux. On leur accorde le droit de travailler et ils peuvent garder leur religion et leur langue. Cet esprit d'ouverture explique en partie la réussite de l'Empire romain. Une situation gagnant-gagnant en quelque sorte. L'archéologue Carlotta Caruso souhaite m'exposer à un autre aspect de la réussite de l'Empire, la migration forcée. Elle me guide à travers les termes romains de l'empereur Dioclétien jusqu'à une sépulture très particulière. Voici la tombe de Gaio Geminio Salvio, un riche romain qui possédait très certainement quelques esclaves. Deux d'entre eux ont réalisé sa sépulture. Schiavi veut bien dire esclaves. Combien d'esclaves y avait-il dans la Rome antique? Ils étaient nombreux? Oui, il y avait beaucoup d'esclaves à Rome, en particulier à partir du IIe siècle avant notre ère, quand Rome s'est lancée dans ses campagnes de conquête pour l'expansion de son empire. De nombreux prisonniers de guerre ont été déportés à Rome et vendus par milliers comme esclaves. D'accord, je vais essayer de lire. Ficarunt Gaius Geminius Caritu Libertus. Libertus, ça veut dire qu'il s'agissait d'un affranchi? Tout à fait. Le libertus et la liberta, qui dans ce contexte s'appliquent à l'épouse du défunt, sont représentatifs de la société romaine. Les prisonniers de guerre, c'est-à-dire les esclaves venus du monde entier, pouvaient recouvrir leur liberté et même devenir des citoyens romains à part entière. Comme le libertus n'était pas un citoyen libre de naissance, il restait lié à son ancien maître durant toute sa vie. Il était donc dans une sorte d'entre-deux, à mi-chemin entre intégration et servitude. Ce paradoxe est typique de la société romaine. Mais sans lui, jamais cet empire ne serait devenu aussi puissant. Mais en théorie du moins, il n'était pas impossible de se hisser de sa condition d'esclave à celle de millionnaire. C'était faisable. Rome ne posait aucune restriction aux libertés des esclaves. Elle les intégrait. À partir de la deuxième génération, les étrangers étaient des citoyens à part entière et ils avaient le droit de participer à la vie politique. Ils pouvaient accéder à la richesse et au pouvoir politique. Mais l'Empire romain se retrouve confronté à une crise. Des dissensions internes l'affaiblissent. Au IVe siècle de notre ère, des groupes de plus en plus importants d'envahisseurs se forment à ses frontières. Au nord, des peuples barbares germaniques, à l'est, des peuples barbares slaves. Tous franchissent les limites de l'immense empire. C'est le coup d'envoi de ce qu'on a appelé les grandes invasions. Il n'y a pas eu d'invasion barbare à proprement parler, car il n'y a pas plus d'invasion au sens strict du terme que de peuples barbares. Il s'agit plutôt d'un vaste mouvement de population au cours duquel une mosaïque de peuples est tantôt nomade, tantôt sédentaire. Certains groupes s'agrandissent, d'autres disparaissent, d'autres encore fusionnent pour se désagréger par la suite. Mais ils ont tous un point commun, la volonté de s'établir dans les territoires occupés par l'Empire romain, promesse d'une vie meilleure. Au nord et à l'est, les frontières de l'Empire romain ne résistent pas aux assauts des envahisseurs. Il se déroule alors des scènes très différentes. Certains nouveaux venus négocient avec les Romains. Ils se voient attribuer des terres et en échange, ils sont enrôlés dans l'armée d'appoint. D'autres viennent dans l'intention de piller.
Ils prennent d'assaut les frontières et ne reculent devant aucune brutalité. Il existe une multitude de scénarios différents. Les motivations le sont tout autant. Car ce sont quelquefois des événements très lointains qui sont la cause des grandes migrations, comme un effet domino dont personne ne saurait qui a fait tomber la première pièce. Tout cela a lieu sur une petite partie de la terre habitée. Alors que l'Empire romain se fissure, des groupes de nomades asiatiques occupent le nord de l'Empire chinois et déclenchent une vague de migration en Asie. Au même moment, les Mayas d'Amérique centrale bâtissent de grandes cités dédiées au culte de leurs dieux. Leur civilisation exerce une grande influence sur les populations alentours. En Polynésie, les dernières îles inhabitées du Pacifique commencent à se peupler. Mais à ce stade, il n'y a pas encore d'échange direct entre l'Asie et l'Amérique ou entre l'Amérique et l'Europe. À partir du IVe siècle de notre ère, les mouvements de population s'intensifient dans le monde. L'Empire d'Occident, terre de migration pendant des siècles, s'effondre. Déchiré par des luttes intestines, Rome vit des heures sombres. À cela s'ajoute une pression exercée de l'extérieur, par de nouveaux arrivants venus d'horizons les plus différents, migrant pour les raisons les plus diverses et avec des attentes tout aussi variées. L'époque est marquée par une politique intérieure des plus chaotiques. Tous les ingrédients de la chute étaient réunis. Mais comme toujours dans l'histoire, la fin a été un début, un nouveau commencement. Car l'histoire de l'Italie a été marquée par l'émergence d'une multitude de petits États qui n'ont eu de cesse de se faire la guerre. L'art, la science et le commerce sont florissants. Il y a comme un vent de renouveau. Mais l'Église, les rois et les seigneurs luttent sans répit pour conquérir de nouveaux territoires et gagner du pouvoir. Tout est en perpétuel mouvement dans une Europe confinée sur son petit territoire et engluée dans d'innombrables conflits. L'appel des continents lointains opère déjà à l'aube de la Renaissance. Les trésors légendaires de l'Orient attirent la vieille Europe comme un aimant. Les opportunités d'une ère nouvelle commencent à poindre. Isabelle Ière de Castille donne le coup d'envoi. La reine rêve des trésors de l'Inde et confie à de téméraires navigateurs la mission d'ouvrir une voie maritime vers l'Orient. Christophe Colomb se lance avec son équipage dans une expédition vers l'inconnu hors des frontières de Castille. Leur but, conquérir le monde au nom de la couronne de Castille. Une nouvelle grande vague de migration s'ensuivra.